Alors bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à cette troisième session intégration du Dharma, où nous allons explorer un peu plus avant ces trois sagesses qu'on a commencé à voir hier. Hier, on a vu les deux premières, la sagesse qui est née de l'écoute, de la lecture, la sagesse qui est née de la réflexion, et on va plonger aujourd'hui dans la méditation à la fois analytique et la méditation de placement. Et pour commencer, on va appliquer ces trois sagesses avec l'objet du souffle, parce que ça marche, ces trois sagesses, pour tous les objets de méditation. D'abord, on entend des instructions sur comment méditer. C'est assez difficile de savoir méditer et justement de faire cette lumière sur l'espace sombre de l'esprit sans qu'il ait été éclairé, cet espace, par des instructions, par rentrer en contact avec des enseignements. Parce que l'esprit est quelque chose de difficile à comprendre quand on n'a pas été amené à nommer ces différents espaces de l'esprit par des instructions qu'on a pu recevoir, que ce soit dans des livres ou par des enseignements. Puis on va essayer de comprendre un petit peu la justification du calme mental. Ça, c'est une courte réflexion qu'on peut faire. Pourquoi est-ce qu'on médite sur le calme mental en début de séance? Parce que la méditation nécessite une stabilité mentale. Si on a vu que la méditation, c'était pas seulement de s'asseoir sur un coussin et de réfléchir, c'était vraiment une familiarisation de l'esprit sur un objet. Et on vient d'avoir une question sur une personne qui a, par exemple, du mal à se focaliser même sur le souffle. Si on souhaite comprendre quelque chose en profondeur et en plus de ça, se familiariser encore et encore sur cet objet, il va falloir avoir une stabilité mentale pour ne pas être distrait. Cette répétition, cette familiarisation de l'esprit sur un objet, elle a besoin qu'on se focalise encore et encore. Et pour ça, on va établir un peu de calme dans l'esprit en ancrant notre esprit sur un objet de méditation, qu'on appelle objet de méditation, c'est ce sur quoi l'esprit va se focaliser pendant quelques instants, parce que cet entraînement qu'on va faire pendant quelques instants va servir à la méditation qu'on va élaborer ensemble juste après dans ces deux prochaines sessions. Donc ça, vous voyez, vous pouvez prendre quelques instants simplement à réfléchir quel est l'intérêt de méditer en début de séance. Et ça, c'est vraiment la sagesse qui naît de la compréhension. Il faut qu'on comprenne le sens de ce qu'on fait. Pourquoi est-ce qu'on médite? Pourquoi est-ce qu'on va porter notre attention sur le souffle pendant quelques instants? Donc vous entendez les mots que je prononce. Ça, c'est la sagesse qui est née de simplement l'écoute. Maintenant, on va passer quelques instants à essayer de réfléchir pourquoi c'est bénéfique de méditer sur le souffle en début de séance. Alors, je vous laisse quelques instants pour réaffirmer votre volonté, votre motivation, parce qu'on sait exactement pourquoi on le fait. Là, on n'essaye même pas de méditer. C'est pas parce qu'on est assis sur un coussin, on n'essaie pas de se familiariser, on essaie de réfléchir simplement en disant à quoi ça sert là, de méditer, de calmer l'esprit avant.
Et dans cette phase de réflexion, on peut se servir des choses qu'on a entendues, mémorisées peut-être, en se disant « Ah oui, ça y est, je me souviens, les bienfaits de la méditation, c'est que ça produit un bonheur physique et mental, ça permet de diriger notre esprit sur les choses qu'on choisit, pas les choses qu'on subit. Ça permet de couper court au stress, à l'anxiété, ça permet que les choses qu'on visualise avec notre esprit, elles sont puissantes. Et c'est toute la qualité de cette intégration qu'on voit durant ces 4 sessions, c'est plus notre esprit est clair, plus il est concentré, plus les choses sur lesquelles on va se focaliser vont résonner puissamment en nous. Plus on a de calme mental, plus on a acquis de concentration, plus ces choses et ces raisonnements sur lesquels on va se porter vont flamboyer en nous et vont être transformateurs. Ça, c'est une autre qualité de la méditation. Vous voyez, ça, dans cette phase de réflexion, on pense juste à ces choses-là. Et ça va nourrir une micro-flamme en nous pour trouver une motivation forte pour méditer, focaliser notre esprit dans la méditation. Vous voyez, le sens, comme on a vu hier, le sens, l'esprit, l'intellect, le raisonnement n'est pas au détriment de ce contact non discursif, de ce contact proche. Je ne pourrais pas dire non conceptuel, mais ça se rapproche un peu de ça, de ce qui va suivre quand on va se focaliser simplement sur le souffle sans réfléchir, simplement rester avec lui. Mais au moins, on aurait été nourri par cette motivation, comme cet élan qu'on aura lancé, qui va se poursuivre dans la méditation de placement. Et voyez comme on glisse d'une sagesse à une autre. Maintenant qu'on a pensé quelques secondes sur les qualités de la méditation, maintenant on va pouvoir abandonner ce cintre en bois dont j'ai parlé hier, cet édifice de mots, et maintenant on va simplement pouvoir rentrer en contact avec le souffle. Et là, on change de pratique, on n'est plus dans une pratique analytique, on va être simplement dans une pratique de placement, simplement observer notre souffle sans essayer de le comprendre, sans se souvenir de « Ah, pourquoi c'est bien de méditer ?» Simplement être en contact avec lui, sans l'analyser, sans le pondérer, sans le juger, autant que possible. Il ne faut pas se dire « Ah non, ça y est, j'ai jugé. J'ai jugé que là, en fait, j'étais pas conscient ou j'étais distrait. » Pas juger le jugement aussi, hein, parce qu'après, ça devient vraiment une boucle mentale. Vous pouvez prendre une position confortable. Installez votre corps dans son immobilité naturelle. Observez à quel point les diverses tensions disparaissent quand vous les observez avec l'esprit et que vous avez cette intention consciente de les dissiper dans les bras, les mains. Chaque fois qu'on dissout une tension musculaire, on cristallise un peu plus cette reconnaissance de l'importance de l'immobilité, du calme. On ancre un peu plus le corps dans le présent. On reconnaît un peu plus les bienfaits de l'immobilité, de la sérénité. Tension qu'on observe dans les épaules. Sur le visage, autour des yeux, les lèvres,
le cou, le dos, les jambes, les pieds, et à l'intérieur de cette mécanique désormais calme et détendue, on va observer le souffle, libéré du cintre des mots, simplement entrer en contact avec lui, simplement conscient de l'inspiration et de l'expiration, sans qu'il soit nécessaire de les nommer pour les reconnaître, pour être en contact avec eux. On fait une pause. C'est bien de faire des petites sessions pour commencer. Vérifier à nouveau la position de notre corps. Corriger si nous les avons ressentis, des tensions musculaires qui n'ont aucune fonction dans le corps, mais qui sont un petit peu comme si on était dans les starting blocks, comme si on se préparait à agir, à bouger. Ça, c'est une influence sur l'esprit. Ça prépare l'esprit à être distrait, en fait. Quand on dissout ces tensions, on installe un peu plus, on passe à l'action, on concrétise notre volonté d'être immobile. Ça se ressent profondément sur l'esprit. Et nous allons retourner sur le souffle. Observer son rythme naturel, sans le contraindre, sans le rendre rythmique. Simplement observer le souffle comme il est.
Et nous allons pouvoir terminer cette courte méditation de placement qui prépare notre esprit. Petit rappel de ces deux premières sagesses. La première sagesse, c'est de comprendre les mots des instructions, par opposition à des mots qui n'ont pas été dits, par exemple. Si je comprends dans un enseignement, puissent tous les êtres être heureux, je n'ai pas développé cette sagesse née de l'écoute parce que je ne me suis pas engagé de manière décisive et correcte avec les mots comme ils ont été dits. Donc, entendre et être en contact avec les mots, le contenu précis, c'est la sagesse qui est née de l'écoute, la sagesse qui est née de la réflexion, c'est comprendre le sens de ces enseignements par opposition au sens qu'ils n'ont pas. Si on a l'impression que la vacuité, c'est l'absence de tout, on n'a pas développé le sens de la vacuité, on n'a pas compris ce que c'était que la vacuité. Donc, dans la réflexion, on essaye, à travers le raisonnement, de développer le sens correct par opposition au sens erroné. On essaye de développer la technique de méditation correcte par opposition à une technique incorrecte. Et ça, sur la méditation de calme mental, il y a plein de choses qui peuvent vite être erronées. On commence par faire 1 heure de méditation, par exemple, non-stop. On n'a jamais fait de méditation, mais on fait 1 heure de méditation. Ça, on peut dire que c'est méditer sur le sens erroné, parce que ça oublie que l'esprit a besoin de s'habituer progressivement et qu'à chaque fin de méditation, on a encore de la joie. Si à chaque fin de méditation, on se dit « mais j'ai été complètement distrait pendant 59 minutes et 30 secondes », la fois d'après, on n'aura pas envie de méditer. Donc, comprendre vraiment ce qu'est la technique de la méditation sur le calme mental, sur le souffle, c'est développer le sens, c'est développer la sagesse qui naît de la réflexion. C'est comprendre vraiment le sens, pourquoi on le fait, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il faut faire, à quel moment. Et une fois qu'on a fait ça, on va commencer à enlever un petit peu l'architecture conceptuelle, la réflexion, et on va se plonger dans la chose elle-même. Mais il faut que la chose, on la fasse surgir à travers les directions qui ont été indiquées par les mots, par les concepts. Souvenons-nous de cette analogie qui a été faite hier de la purification de l'or. D'abord, on a cet or qui est pris, dans de la pierre ou dans des sédiments, et on ne peut pas avoir de l'or sans ces sédiments pour commencer. On l'extrait. Et puis ensuite, l'or va être isolé. Et c'est vraiment le même processus dans la méditation en général, à travers ces 3 sagesses, c'est on va isoler le sens. Et à la fin, on va se focaliser uniquement sur le sens, sans plus qu'il n'y ait dans notre esprit cette architecture conceptuelle, cette architecture de mots, de raisonnement, de pourquoi c'est comme ça, de dénomination, de ça, c'est ça, ça. Non, on entre en contact avec la chose uniquement. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Juste une petite indication, je ne l'ai pas dit hier, mais pour vous rappeler le sens du mot méditation en sanskrit, c'est bhavana, et ça a vraiment la notion de cultiver, de développer. On a vu hier que la méditation porte un petit peu ce trouble, parce que dans les traditions occidentales, méditation, ça veut dire juste réflexion profonde. On a vu que ça vient de notre tradition chrétienne, mais il y a peut-être aussi d'autres sources à ça. Mais quand on dit méditer, on a l'impression que oui, c'est vraiment réfléchir. Or,
le sens de la méditation en sanskrit, comme c'est compris dans ces traditions méditatives asiatiques, c'est vraiment cultiver quelque chose, cultiver encore et encore. Le terme tibétain, gom, ça veut dire se familiariser. Et là, je vais citer Lama Tsongkhapa, qui est le grand maître de la lignée Gelugpa, la lignée des bonnets jaunes, c'est laquelle appartient le Dalai Lama, qui nous parle un petit peu de cette étape entre la réflexion. Qu'est-ce qu'il faut ajouter à la réflexion pour que ça devienne de la méditation? Comment on fait pour que ce que je fais quand je suis assis sur le coussin, ce ne soit pas seulement de la réflexion? Qu'est-ce qui fait que tout à coup, ça devient de la méditation? Qu'est-ce qui fait que tout à coup, ça devient de la familiarisation? Et Lama Tsongkhapa dit, une fois que vous n'avez plus aucun doute sur la chose sur laquelle vous avez développé cette écoute et cette réflexion, entre parenthèses, les deux premières sagesses, familiarisez-vous sur cette chose de manière répétée. Et cette familiarisation, c'est la méditation. Donc là, il y a plein d'instructions qui sont assez précieuses. La première, c'est de dire, voilà, si j'ai des doutes sur la chose sur laquelle je médite, je ne suis pas en train de méditer, je suis encore en train de réfléchir. Parce que si j'ai des doutes, le sens ne m'est pas apparu vraiment. C'est difficile d'avoir des doutes sur quelque chose et que le sens correct de cette chose nous apparaisse. Ça semble un petit peu antinomique. Si j'ai des doutes sur, oui, est-ce que la vie humaine, elle est précieuse, je n'ai pas développé le sens, c'est-à-dire je n'ai pas eu cette compréhension profonde de, ah oui, la vie humaine, elle est précieuse. Juste un exemple. Donc on ne peut pas se familiariser sur quelque chose qui n'est pas sûr. Si au moment où je médite, je me dis, moi, je suis pas très... je vais essayer de me familiariser là-dessus, mais non, on ne peut pas se familiariser sur quelque chose qui n'est pas apparu à l'esprit. La première et la seconde sagesse, la sagesse née de l'écoute et de la réflexion, leur fonction, c'est de créer la certitude, c'est de créer le sens en nous. Et c'est que au moment où le sens a été créé en nous qu'on va pouvoir se familiariser encore et encore, faire tourner en boucle notre esprit sur ça pour que ça grossisse, pour que cette étincelle devienne un feu, devienne un brasier. C'est pour ça que l'étude, elle doit être assez profonde sur un sujet. Parce qu'elle doit arriver jusqu'au moment où on n'a plus de doute. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus aucun doute, ça ne veut pas dire qu'on a totalement compris, il n'y a plus aucune zone d'ombre, mais en tout cas, au moment où on va méditer, on va se dire, bon, les doutes que j'ai, peut-être, s'il en reste un peu, je vais les laisser de côté et je vais me servir simplement des choses que j'ai comprises et je vais revenir dessus. Et là, on peut commencer à méditer. Là, on peut commencer à faire tourner notre esprit. Je sais que c'est un peu similaire à ces processeurs qu'on fait tourner quand on crée, j'ai vu que les bitcoins, la monnaie virtuelle, il faut quand même qu'il y ait beaucoup que les ordinateurs fonctionnent beaucoup, que les processeurs tournent beaucoup pour générer ces monnaies. Alors, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne, mais nous, ce qu'on fait dans la méditation analytique, c'est ça. On fait tourner le processeur de l'esprit en boucle, mais dans une boucle qui peut changer. Ça ne veut pas dire qu'on fait toujours la même chose. Dans une boucle vertueuse, mais qui va familiariser l'esprit encore et encore, jusqu'à ce que ces choses, elles... Et toute cette séquence des trois sagesses, elle est très organique. Elle est très... elle coule. Comme si on voyait un torrent, plus loin une rivière, plus loin un fleuve. On les nomme comme étant trois choses totalement séparées, mais si on arrivait vraiment devant et on se dit, elle est où la frontière entre le torrent et le fleuve, le torrent et la rivière, par exemple, on ne pourrait pas vraiment la définir. C'est vraiment une séquence entre j'écoute, je réfléchis
la chose sur laquelle je réfléchis, je vais commencer à me familiariser dessus parce que j'ai plus vraiment de doute. Je vais faire tourner mon esprit en boucle dessus. Et une fois que je fais tourner mon esprit en boucle avec le biais des mots, le sens va surgir dans mon esprit, c'est-à-dire je vais vraiment comprendre profondément. Et une fois que cette chose a surgi dans mon esprit avec tout le cintre et la mécanique des mots, les mots ils vont plus être utiles. Je vais pouvoir les enlever. Et là, je vais faire ce qu'on appelle la méditation de placement. Je vais me focaliser en un point sur ce sens et je vais le laisser complètement briller en moi, ce qui va permettre une concentration extraordinaire de se produire sur cet objet, et le potentiel transformateur va être décuplé exponentiellement. L'exemple que j'ai pris de Citizen Kane hier, c'était un exemple de cette sorte de méditation qu'on fait tous et toutes. On a tous des moments où on réfléchit. Quand on est en colère, on fait cette méditation. On n'a pas de doute quand je suis en colère contre quelqu'un. Je ne suis pas en train de me dire, mais est-ce que cette personne, elle est vraiment ennuyeuse? Est-ce que vraiment elle est... Non, j'ai aucun doute. Et c'est pour ça qu'on médite. Le ruminement, c'est vraiment une méditation parce qu'on n'a pas de doute. On a dépassé le doute sur cette personne. Si on avait du doute, on ne serait pas vraiment totalement en colère. On ne serait pas en train de ruminer. On rumine parce qu'on est sûr, parce qu'on est certain. Et on va faire exactement la même chose là. On va ruminer sur quelque chose sur lequel on a moins de doute, presque plus de doute, et on va faire la même chose que quand on rumine un peu en colère. Sauf que la méditation, elle a une qualité que n'aura jamais la rumination quotidienne, c'est qu'elle est extraordinairement plus claire, elle est consciente, elle n'est pas quelque chose qu'on subit, et elle produit le bonheur. Ça, la rumination quotidienne ne produira jamais le bonheur, parce que c'est quelque chose qu'on subit, qui conduit à des distractions, à prendre des décisions qu'on regrette, à se sentir esclave de notre esprit plutôt que maître de notre esprit. Et ça ne le fait pas très bien en plus, parce que nos ruminations, elles sont très distraites. Elles n'ont pas cette qualité totalement focalisée de l'esprit. Okay, on peut prendre quelques instants pour essayer de repenser à cette suite, à cette séquence organique entre ce qu'on écoute, on comprend, puis une fois qu'on n'a plus de doute, on va faire cette rumination positive. Et là, je vais parler maintenant de la méditation analytique. La méditation analytique, elle n'est pas nécessairement sur un coussin. Une fois qu'on sait se familiariser avec les choses, on peut le faire en parlant. Enseigner, ça peut être une forme de méditation analytique. Débattre, discuter, ça peut être une forme de méditation analytique. Une fois qu'on n'a plus de doute, on peut lire un texte, répéter un texte et le lire. Et là, c'est simplement le processeur mental qui produit, qui répète encore, qui ancre, qui cristallise en nous ces choses. Mais sans qu'on soit sans arrêt en train de se dire « Ah oui, mais est-ce que je sais vraiment ?» Parce que ça s'appelle du doute afflictif. C'est-à-dire un doute qui va sans arrêt essayer de remettre en question les choses qu'on a apprises. Non, il y a un moment, il faut passer outre ça. Il faut se dire « Non, c'est bon, j'ai compris. Maintenant, j'envoie de l'énergie et je répète. Et je répète. » Et ça peut être en lisant un texte. C'est pour ça que les pujas tibétaines, on lit un texte. Mais si on a vraiment compris le sens, c'est vraiment une forme de méditation analytique, c'est vraiment une familiarisation de l'esprit. Okay, donc essayons de repenser quelques instants à cette séquence organique. On l'a divisée en morceaux, mais dans l'expérience, elle est vraiment graduelle, elle coule. D'abord les mots puis le sens, et puis le sens totalement dans l'esprit.
Peut-être qu'un peu plus, désormais, on comprend l'importance d'aller au-delà, de simplement étudier un texte, avoir une petite étincelle dans l'esprit, de se dire c'est la fin. Parce que quand on l'a fait, on était assis sur un coussin et on avait l'impression qu'on méditait. De se dire waouh, mais non, il reste beaucoup plus. Il reste cette familiarisation, autrement les choses ne vont pas se placer en moi, elles ne vont pas se placer dans mon expérience. Comment je peux intégrer quelque chose si je ne produis pas les causes à cette intégration? Et la cause à cette intégration, c'est autoriser mon esprit à faire de ces choses-là une seconde nature. Et pour que ces choses-là soient et deviennent une seconde nature, il faut que je me familiarise, il faut que je me focalise dessus. Il n'y a pas d'autre choix. Où est-ce qu'on s'arrête dans le traitement de l'information? Est-ce qu'on s'arrête simplement quand on est en contact avec un texte, quand on a vraiment réfléchi le texte, quand on le répète, on se familiarise dessus? Ok, très bien. Alors là, on va faire un test maintenant. On va essayer de voir si on peut, en tout cas, prendre cette direction, de faire une méditation analytique. Alors, quand j'ai préparé ces sessions, je me suis dit, on pourrait prendre l'amour, parce qu'on pourrait prendre une personne qui nous est proche, essayer de comprendre ce qu'est la méditation analytique avec un sujet assez simple, quelque chose qui n'est pas difficile, quelque chose sur lequel on n'a pas de doute vraiment. Si je souhaite que ma mère soit heureuse, qu'elle ait une longue vie, une bonne santé, j'ai pas de doute. Donc assez rapidement, je peux faire une méditation analytique. Mais je me suis dit, pourquoi pas faire une méditation analytique sur la volonté, sur le sujet qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire, là, peut-être qu'individuellement, on peut commencer à se dire, waouh, mais il y a peut-être vraiment d'autres choses à faire que ce que je fais d'habitude. Parce que je vois bien que si je me contente de lire, ben, je ne peux pas espérer une transformation extraordinaire, même si cette lecture est fondamentale, parce que mon esprit ne se familiarise pas sur ces enseignements. Il ne peut pas intégrer quelque chose s'il n'y a pas de familiarisation avec cette chose. Donc maintenant que ce sens m'est apparu, parce qu'on a passé un peu de temps pour y réfléchir pendant ces 3 sessions,
le sens commence à nous apparaître. Et comment il nous apparaît, comment on sent qu'il nous apparaît, parce qu'on commence à avoir la volonté de se dire « Waouh, waouh !» Ben oui, en fait, je me rendais pas compte qu'être simplement assis sur le coussin et réfléchir, je pensais que c'était de la méditation, mais apparemment non, pas tout le temps, pas nécessairement, qu'on pouvait faire de la méditation en dehors du coussin, parce qu'en fait, la méditation, c'est pas vraiment être en position assise sur un coussin, c'est simplement se familiariser, c'est ça le sens. Donc on commence à avoir ce sens qui émerge dans notre esprit. Donc la méditation qu'on va faire maintenant, ça s'appelle une méditation d'aspiration, une méditation de volonté, méditation analytique. Là, on n'est plus dans la réflexion. Si individuellement, vous avez commencé à avoir une forme de sens qui vous est apparu à l'esprit, une forme de « waouh, ah ouais », une forme d'aspiration intérieure en se disant « ah ouais, mais il faudrait que j'apporte un peu plus de ces facteurs de familiarisation dans mon esprit », et bien maintenant, on va revenir dessus. Alors, comment on fait? Eh ben vous pouvez faire une boucle mentale si vous le souhaitez. Maintenant que le sens a un peu surgi dans votre esprit en vous disant « ah oui, il y a quand même quelque chose qui a du sens derrière », mais maintenant, on va utiliser notre processeur mental pour revenir encore et encore dessus. On appelle ça les prières d'aspiration. Et prières d'aspiration, c'est fondamental dans le bouddhisme parce que toutes les grandes méditations sont des aspirations. La bodhicitta, c'est une aspiration. Le renoncement, c'est une aspiration. L'amour, c'est une aspiration. La compassion, c'est une aspiration. Puissent tous les êtres être heureux, ça, c'est l'amour. Puissent tous les êtres être libérés de leur souffrance, ça, c'est la compassion. Puissent-je être libérés de la souffrance du samsara, c'est le renoncement. Puisse-je devenir un Bouddha pour le bien de tous les êtres, c'est la bodhicitta. Donc cette aspiration, c'est une qualité de l'esprit qu'on doit développer, parce que si on n'a pas la volonté de faire quelque chose, on ne va pas le faire. Il faut avoir cette volonté. Donc nous, il va falloir qu'on essaie de développer dans cette méditation analytique la volonté d'aller un peu plus loin que ce qu'on fait d'habitude, à simplement lire ou à simplement réfléchir, voilà, puissais-je un peu plus intégrer dans ma vie cette méditation, puissais-je me familiariser, puissais-je ne pas oublier d'intégrer cette technique-là, c'est-à-dire de continuer à ne pas laisser ces enseignements se perdre, de vraiment les intégrer, de les amener dans la vie de tous les jours, de revenir dessus, de mémoriser les choses s'il y a besoin. Et ce que je suis en train de faire, si j'avais le sens qui était apparu à mon esprit, ce serait déjà une méditation analytique. Parce que je suis en train de me familiariser, puissais-je, et on répète les choses. Il y a une forme de litanie. Et je pense que dans la tradition chrétienne, il y a quelque chose d'assez proche avec ça. Il ne s'agit pas de dire les mots vides de sens, mais une fois qu'on a le sens qui a surgi à travers la réflexion, et ben maintenant, on peut répéter les choses. Ce n'est pas la méthode Coué, parce que la méthode Coué, elle fonctionne par simplement la répétition, mais la répétition sans le sens qui a surgi dans notre esprit, elle est vaine. Nous, on a, à travers la réflexion, fait surgir le sens, une forme de motivation, de volonté. Ah ouais, il faudrait que je fasse un peu plus ça. Et bien maintenant, on va le répéter, encore et encore. Puissais-je avoir un peu plus ça, puissais-je... Et on plante des graines, on plante des habitudes, on cultive dans notre esprit des petits potentiels, mais il faut y passer du temps, et il faut avoir un esprit suffisamment clair. Donc là, on va utiliser une méditation par le biais des mots, on va se parler intérieurement, on va verbaliser mentalement. Voilà, vous pouvez dire mentalement, puissais-je faire ça un peu plus, ce serait bien si j'étais comme ça, j'aurais plus de transformation, je serais plus content parce que les petites choses que j'écoute dans les enseignements, je vais pouvoir les mettre en action. Donc, répétez-vous mentalement, et puis dans la 4e session, on verra ce qu'est vraiment la méditation de placement quand on enlève les mots et qu'on demeure avec le sens totalement, sans plus avoir à répéter ces mots. Et là, c'est vraiment la méditation de placement. On demeure avec cette vibration qu'on a créée à travers la réflexion et la méditation analytique, cette étincelle qu'on a fait surgir dans l'esprit avec la méditation avec la réflexion, et cette
ce brasier qu'on a fait surgir dans l'esprit avec la méditation analytique, et maintenant, il n'y a plus besoin de réfléchir, il n'y a plus besoin de répéter les choses à travers les mots, on est en contact avec cette chose, on demeure en contact avec cette chose de manière non discursive. Et là, on a vraiment la séquence qui va d'une micro-étincelle par l'écoute à une étincelle quand on réfléchit, à un brasier, mais qui est encore un petit peu perturbé par du vent, à ce brasier qui est totalement vif et stable dans la méditation de placement. On compare souvent la sagesse et la concentration. La sagesse, c'est la lumière, et la concentration, c'est le fait que cette lumière elle ne soit pas perturbée par le vent. Donc les trois sagesses, c'est à travers l'écoute et la réflexion, faire naître l'étincelle, la faire grandir à travers l'analyse, et ce feu, cesser de le perturber avec les concepts, avec les raisonnements, et se focaliser totalement dessus. OK ? Donc, je vous invite à prendre une position confortable. Maintenant, on va faire vraiment... Essayez en tout cas, si vous sentez que ça ne fonctionne pas, que vous ne comprenez pas bien l'instruction, peut-être vous aurez l'occasion de revenir sur ces enseignements, ils sont enregistrés. Ce n'est pas grave, parce qu'on fait quelque chose qui n'est pas évident, qu'on n'a pas l'habitude de faire souvent de cette manière-là. Donc, pas de panique. C'est aussi de rentrer en contact avec des instructions qu'on va pouvoir répéter ensuite. Donc, si vous n'avez pas... Si ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave, vous pouvez le laisser tomber, c'est possible aussi, ou y revenir à l'avenir. OK ? Donc, on va réfléchir quelques instants. En se disant, oui, ce serait bien que je médite vraiment, que je me familiarise avec ces choses. Quand j'entends un enseignement sur l'amour, par exemple, que je fasse pas, ouais, c'est vrai, c'était pas mal, il parlait bien, ouais, c'était sympa. On va aller plus que ça, on va prendre du temps pour y réfléchir, on va pas passer d'un sujet à un autre de manière trop rapide. À quel endroit est-ce qu'on s'arrête dans la transformation intérieure? Si on arrivait à apprendre à se familiariser sur les petites choses qu'on a apprises, on n'aurait pas besoin d'apprendre grand-chose. Les petites choses qu'on aurait apprises, on arriverait à les faire flamber en nous, en répétant encore et encore. Les bienfaits de la répétition, les bienfaits de la familiarisation. Tous ces arguments, c'est penser, essayer maintenant de les faire grandir dans votre esprit, d'assurer votre conviction envers ces éléments, de mettre de côté les doutes que vous avez, parce qu'il y a certainement une partie de votre esprit qui est en train d'acquérir le sens, de bien comprendre profondément ce qu'il y a derrière ces trois sagesses. Ayez l'impression d'une litanie, de quelque chose, vous répétez un cycle, revenez dessus. C'est pas la peine, c'est pas grave si vous êtes déjà porté sur cette même phrase, ce même mot, cette même déduction. Revenez encore et encore, essayez de le faire grandir, d'assurer sa clarté, de la faire grandir dans votre esprit.
en restant connecté au sens, et aspirer. Puissais-je vraiment méditer, faire ça? Puissais-je méditer à l'avenir? Pas en rester aux 2 premières sagesses. Et de cette étincelle de volonté à essayer d'intégrer un peu plus cette familiarisation va faire surgir une détermination profonde. Avec la répétition, ça prend du temps, hein. Soyons patients. Poursuis cette litanie. Sans espérer un résultat, simplement rester connecté au sens. Comme ce serait merveilleux si je pouvais focaliser mon esprit, choisir des sujets simples, y revenir, les intégrer totalement dans mon esprit. Comme ce serait merveilleux si je pouvais complètement transformer mes habitudes à travers la familiarisation sur l'antidote à ces choses problématiques que j'ai identifiées dans mon comportement, mes habitudes, mes activités. Et ça, c'est une aspiration, on peut dire c'est une prière d'aspiration, c'est une méditation analytique, on y revient encore et encore. Aspirez à ces choses-là pour vous-même. Souhaitez-vous ces choses-là.
Et souvenons-nous que, habitués que nous sommes à penser qu'il faille sans arrêt avoir une information nouvelle, c'est une forme d'addiction qu'on a à l'information, sans arrêt avoir des news nouvelles. Et alors c'est des news, elles sont nouvelles, parce que si elles n'étaient pas nouvelles, elles seraient ennuyeuses. Ben là, c'est exactement l'inverse, c'est s'habituer à contempler des news qui sont plus des news, qui sont plutôt des anciennes, mais y revenir et y revenir encore et encore jusqu'à ce qu'elles explosent en nous bien plus puissamment que toutes les news qu'on peut lire dans les journaux. Parce que ça dit quelque chose de nous, parce que ça conduit l'esprit vers quelque chose de constructif, vers une transformation profonde. Et là, c'est vraiment apprendre à traiter l'information de manière différente de ce qu'on fait dans la vie de tous les jours. Prendre ces informations qui sont plus nouvelles, mais développer du sens, développer leur compréhension. Et une fois qu'on a développé leur compréhension, y revenir encore et encore et encore et encore et encore. Et ça forme dans l'esprit une forme de détermination profonde qui fait qu'à un moment, on va se dire « Waouh, ah non, mais il faut que je libère du temps dans ma journée pour ça. » Et on voit à quel point, en poussant la méditation, on arrive à transformer le comportement parce que naturellement, ça va nous donner envie de se dire « Waouh, mais attends, il faut que je garde du temps parce que non seulement je suis capable de transformer mon esprit, mes habitudes, mais en plus, c'est vraiment la chose à faire. » Donc cette méditation analytique, de manière organique, elle va pousser à la décision, elle va pousser à l'action. Et c'est ce qu'on souhaite, on ne souhaite pas que les choses demeurent dans notre esprit. Donc après la pause, on va revenir un petit peu sur cette méditation parce que c'est sans doute opportun de la refaire encore un peu, refaire ces 3 sagesses, et après essayer d'enlever les mots, d'enlever le cintre, et de laisser apparaître la voûte totalement claire. On enlève l'échafaudage. On va faire ce qu'on appelle la méditation de placement. Sur cette aspiration, cette volonté profonde.